Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Olivier Morel. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau à la librairie Martel pour votre premier roman en littérature blanche, Les Guerriers de l'hiver, qui est paru en août dernier aux éditions Michel Lafon. Nous vous plantons un peu le décor pour ceux qui n'ont pas lu. Nous sommes en Finlande le 30 novembre 1939. La Russie a envahi ce petit bout de terre en pensant n'y passer que 2 semaines. Le conflit va durer 113 jours et sera appelé la guerre d'hiver. Cependant, ce point de l'histoire reste méconnu du monde entier. Il a été tué, oublié par de nombreuses et très grandes nations. Ce roman est d'une très grande puissance et d'une très grande précision historique. Est-il un pas de côté par rapport à votre littérature habituelle que le polar? Et si oui, pourquoi l'avoir fait? Oui, c'est pourquoi à un moment donné on sort de sa fameuse zone de confiance. Alors, vraiment, si vous avez une zone de confort, c'est la vous avez une zone de confort, restez dedans. C'est déjà bien assez compliqué d'en avoir une. Je parlerais plutôt d'un élargissement de la curiosité, en fin de compte. Et puis même c'est pas ça. J'écris des histoires. Si cette histoire, elle a besoin de flics à l'intérieur, eh ben, ça va être un polar. Si cette histoire, c'est l'histoire de la plus petite et pourtant plus fabuleuse histoire d'amour, ce sera une romance. Et si ça se passe il y a 90 ans, c'est un roman historique. Ça pratique à l'intérieur, c'est de la littérature blanche. Et si ça parle d'une guerre, alors c'est bien un roman de guerre. Le problème, c'est que moi, je raconte des histoires. Donc, je ne sais pas où elles seront classées après. D'abord, c'est quelque chose qui m'attrape le cœur, qui déménage tous les meubles à l'intérieur de chez moi et qui me dit, à partir de maintenant, c'est ça que tu vas écrire. Donc, d'abord, c'est tomber amoureux d'une histoire. Et après, elle est obligatoirement placée quelque part, dans une librairie ou dans la tête des gens. Mais moi, mon auteur, c'est d'abord de tomber amoureux d'une histoire. Et donc, j'ai découvert La Guerre d'hiver, une histoire minuscule qui avait été oubliée de l'histoire et des mémoires. À l'intérieur de cette guerre d'hiver, 113 jours par moins 51 degrés, je découvre Simoera, le plus grand sniper de toute l'histoire. Puis je découvre surtout une résistance incroyable, une certaine fraternité, énormément de courage. Et puis tout a commencé différemment en fin de compte. C'était il y a 3 ans, on est menacé nucléairement par Poutine qui nous dit si vous soutenez l'Ukraine, c'est un hiver nucléaire pour tout le monde. Donc obligatoirement, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi ça me terrorise. Quand j'ai peur, je me renseigne. Et donc, j'ai scanné un siècle de relations avec la Russie. Mais vraiment, j'ai fait ça de manière citoyenne pour savoir un peu où on se dirigeait. Ça commence comment le chaos? Ça commence comment une guerre? Et puis, je découvre tout ça. Et je me dis que j'ai peut-être l'histoire d'hier qui va raconter aujourd'hui. L'histoire bégaye. L'histoire oubliée et condamnée à se répéter. Donc, j'ai pris mon sac à dos et puis je suis parti en Finlande pendant 3 mois pour aller vivre ces moins 50 degrés. Alors, j'attends que les moins 40 parce que le réchauffement climatique, évidemment. Donc voilà, je suis allé vivre ces moins 50 degrés, je suis allé trouver la même arme que Simoria pour tirer avec et pour sentir la poudre et pour sentir le recul. Je suis allé sur les pas de ces soldats. J'ai visité les musées, les archives, les bars un peu louches, parce que c'est là où on a beaucoup d'informations. Puis j'aime bien aller dans les bars un peu louches. Et voilà, je suis allé à la rencontre des gens pour qu'ils m'ouvrent leur maison, leur grenier, leur carton, pour aller découvrir tout ça. Parce que je savais qu'il y avait une histoire qu'on n'avait pas encore racontée. Je savais qu'il y avait une histoire. Alors, c'est la guerre d'hiver, ça aurait pu être le chemin des dames, ça aurait pu être la voie sacrée, ça aurait pu être les plages du débarquement, ça aurait pu être plein d'autres endroits. Parce qu'en fait, je raconte juste une histoire de fraternité d'hommes et de femmes à qui un jour on a dit la Russie envahit votre pays, on va perdre, on va tous y rester, on est finlandais et on va résister. Je pourrais parler de 2 heures. Allez-y, posez la question, parce que je suis lancé, j'adore le sujet personnellement. On va parler d'hommes et de femmes, page 16, donc on est encore dans le prologue et il y a une phrase qui m'a frappée. Les conflits passés racontent qu'il faut 5 soldats entraînés pour affronter un homme seul qui se bat pour sa terre, sa patrie et les siens. Les mains accrochées à sa carabine, sentinelle derrière la porte de sa ferme barricadée. Est-ce que vous pourriez nous raconter la différence de recrutement entre l'armée finlandaise et l'armée russe? Oui, c'est très cool tout ça. D'abord sur le concept de il faut 5 soldats surentraînés pour déloger un fermier seul qui défend sa terre, c'est le concept de la cause juste. On va sûrement en reparler, mais le chef de guerre de la Finlande s'appelle Carl Gustav Mannerheim. C'est un mec sublime, il a 72 ans. Il a des petites moustaches, on dirait
un personnage de Sir Arthur Conan Doyle. Il aurait pu faire un magnifique dandy anglais ou enquêteur à la Conan Doyle. Il écrit à sa fille, Anastasia, qu'il a envoyée à Paris parce qu'il sent que la guerre va commencer. Anastasia est lesbienne. Et voilà, il a peur que les choses dégénèrent un peu. Donc il l'envoie à Paris et il lui écrit une lettre. Il lui dit j'ai 72 ans. J'aurais espéré ne jamais repartir au combat, mais l'histoire en a décidé autrement. Je vais emmener mon pays à la guerre et nous allons la perdre. C'était quoi la question? Ouais, est-ce qu'un escalier, alors ça va arriver 14 fois, je suis vraiment désolé. La question, c'était la différence de finlandais. Justement, c'était, si je me souviens bien, c'était un village, un bataillon. Voilà. Et on verra, parce que les Russes, ils prenaient un peu. Alors en fait, voilà, c'est le concept de la. Pour terminer sur ça, c'est le concept de la juste cause. Si vous devez vous battre parce que vous avez reçu un ordre, comme les Russes, un ordre, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, quelque part, très loin, à des milliers de kilomètres de là, qui vous dit va faire la guerre, va risquer ta peau. Voilà, c'est un peu compliqué d'aller jusqu'au bout des choses. Par contre, si vous êtes victime de cette invasion et que vous défendez votre ferme, votre terre, votre nation et les gens que vous aimez, alors vous êtes quasi invincible parce que vous avez cette fameuse juste cause. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui aussi en Ukraine. Pourquoi ça dure depuis 3 ans? Pourquoi ils n'y arrivent pas? Tout simplement parce que les Ukrainiens ont une juste cause. C'est qu'ils se battent pour leur maison, pour leur terre, pour leur nation et pour ceux qu'ils aiment. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'après cette guerre, les Russes vont se ridiculiser en face de la Finlande. La Russie, c'est 171 millions de personnes, donc un pays continent, qui va attaquer une micronation infinitésimale de 3 millions de personnes. C'est un peu comme si les États-Unis, demain, devaient envahir le nord de Paris. Ça durait en gros entre 43 et 45 minutes. Là, ils ont tenu pendant 113 jours. Et les Russes n'ont pas réussi à faire plus de 3 km à l'intérieur de la Finlande. Donc ils ont gagné à la fin, je vous spoil rien, ils ont gagné à la fin, mais ils ont gagné de manière ridicule. Et les Finlandais ont perdu, mais ils ont perdu de manière honorable. Et donc après, Hitler voit que la Russie, c'est un colosse au pied d'argile et décide l'opération Barbarossa. Et donc Hitler envoie 4,5 millions de soldats sur la Russie, et là la Russie, elle tient bon. La Russie se plante sur la Finlande de 3 millions de soldats, enfin de 3 millions de personnes et 300 000 soldats. 300 000 soldats, et face à 4,5 millions de soldats, elle tient. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est Hitler qui attaque la Russie. Et la Russie, elle se bat pour quoi? Pour sa terre, pour sa nation, et pour ce qu'elle aime. Donc, la juste cause. Et l'épitaphe de Mannerheim, le gars avec les petites moustaches qui ressemble à un personnage de Conan Doyle, l'épitaphe de Mannerheim, c'est... On je le dis mal à chaque fois, donc voilà, on va arrêter. Pour une cause juste, avec une épée pure. Pour une cause juste avec une épée pure, voulant dire en fin de compte que le sang qui recouvrira l'épée qui se bat pour une cause juste n'est pas du sang sale. C'est quelque chose comme une défense légitime. Ce qui, donc, nous, à peu près, tous les actes de police, de gendarmerie et des militaires, la légitime défense. Comment s'est fait le recrutement de ces soldats? Et il est hyper intéressant. C'est la même chose aujourd'hui qu'en Ukraine. En Ukraine, la Russie compose son armée. Moi, je dis des horreurs et puis. La Russie compose son armée d'SDF, de toxicomanes, de repris de justice et même de prisonniers. Donc imaginez quand on débarque dans un village, une unité de 500 soldats qui sont des assassins, des agresseurs, des toxicomanes. Voilà, ça c'est la composition aujourd'hui de la Russie parce que la Russie ne veut pas envoyer ce qu'ils appellent les grands Russes, en fait les Russes d'origine. Ça a été la même chose pour la guerre d'hiver. Pour la guerre d'hiver, ils ont envoyé les 27 minorités ethniques qui étaient sous le joug de la Russie et qui n'avaient aucune envie de se battre pour la Russie. Ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient là et quelles étaient les raisons de ce combat. De l'autre côté, Mannerheim, c'est stage, tout ça, ok, on a le personnage. De l'autre côté, Mannerheim, il s'est dit, le truc le plus dangereux dans cette guerre, ça va être la désertion. Comment je peux faire en sorte que mes 300 000 soldats voient arriver 1 million de soldats rouges et ne fassent pas demi-tour? Parce que normalement, enfin, je ne sais pas, l'instinct de survie fait qu'on fait demi-tour et ce serait tout à fait normal. J'imagine qu'ici, 99% des gens font demi-tour et j'en fais partie. Donc, comment on évite la désertion? Et là, il a une idée terrible, enfin, stratégiquement parfaite, humainement affreuse. Il a décidé que chaque village formerait une unité de combat. Ça a l'air de rien comme ça sur le papier, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes sous une tempête de plomb et de feu, vous n'avez qu'une seule envie de faire demi-tour, mais votre unité est composée des gens du village. À votre gauche, vous avez votre frère, à votre droite, votre meilleur ami, et devant, vos voisins, vos cousins. Et donc, c'est une des seules guerres de toute l'histoire des guerres où il n'y a eu aucune désertion. Voilà pour répondre à votre question. Merci beaucoup. Parlez-moi, s'il vous plaît, vous en avez déjà un tout petit peu parlé, mais de Simon Aya, qui est donc le protagoniste principal de ce roman.
La mort blanche. Avec plaisir. Simoya, c'est un fermier, il a à peu près 30 ans. Il est en adéquation totale avec la nature, avec les saisons. Il est toujours invité dans la forêt, il n'y rentre pas avec prétention. Il n'en prend que ce dont il a besoin. C'est vraiment, à la manière de la Finlande et du peuple finlandais, quelqu'un qui s'est plié à la nature et qui n'a pas demandé à la nature de se plier à son propre confort. Et la Finlande, c'est encore ça aujourd'hui. C'est un pays qui se plie à la nature et qui ne force pas la nature et qui ne la modifie pas pour qu'elle se plie à leur propre confort. Et donc, Simoya, il chasse les ours et les loups qui attaquent son bétail, et puis un jour, on lui dit que les Russes vont envahir son pays, et donc il va changer de plan, et donc il va devenir le prédateur des Russes. Il va devenir la mort blanche en 113 jours, alors un peu moins, parce que c'est plus compliqué pour lui la fin de la guerre, mais en 113 jours, il va abattre entre 500 et 700 Russes avec son fusil de précision, et probablement le triple ou le double avec une mitrailleuse. Le truc, c'est que je pensais faire face à un soldat avec de grandes capacités. Après, j'ai rapidement compris que c'était une légende. En fait, j'ai compris que c'était un mythe. Et il y a dans le concept de mythe quelque chose d'un peu surnaturel, d'un peu plus grand que normal. Et en quoi il est plus grand que normal, Simoya? Simoya, c'est un gamin, alors il a 30 ans, il mesure 1m52, en gros, il fait la taille de son fusil. Et lui, il réussit à rester 4 heures, 5 heures, 6 heures allongé par moins 51 degrés dans la neige, immobile. Moi, j'ai fait le test, en une demi-heure, j'étais plus utile à rien. Il a fallu qu'on me ramène dans ma cabane, dans les forêts glacées de la Pérou. Lui, il réussit à rester 5-6 heures sans bouger, dans la maîtrise complète de son corps, de son esprit, de son cœur. Il réussit à ralentir tout ça. Il réussit à faire des tirs qui sont impossibles. Et il a réussi à faire un tir à 490 mètres. Alors, c'est pas impossible sur les lunettes de visée. Simon n'en avait pas, parce qu'il avait très très peur que le soleil se réfléchisse dans sa lunette et dévoile sa position. Donc, il réussit à tirer là où l'œil ne voit pas. Aujourd'hui, les snipers d'aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre les tirs de Simoya un siècle plus tard. Tout simplement parce que Simon n'a pas tiré avec ses capacités, il n'a pas tiré avec son intellect. Comme la Finlande, il s'est battu avec son cœur et avec son âme. Il a réussi à tirer là où l'œil ne voit pas. Ce tir de 490 mètres, il est intéressant. Mais j'étais en Finlande et j'avais donc ma fameuse cabane en Laponie. J'avais vu Cabrel. J'avais ma fameuse cabane, ma cabane en Laponie. Et donc, j'ai fait les 1000 pas qui font ces 490 mètres pour regarder un petit peu, pour me mettre dans la peau de ce personnage. Et quand je me suis retourné, ma cabane, qui était plutôt une petite maison, avait complètement disparu. Simon, il réussissait à tirer dans un homme à l'intérieur de cette cabane. C'est littéralement impossible. On a attaqué Simon comme on a attaqué une unité entière, une arme entière, comme on a attaqué un char ou un avion. On a attaqué Simon au mortier, au canon, à la balle explosive, dont on se sert normalement pour déjouer les avions en plein vol, au fusil anti-char. C'est des fusils qui arrêtent carrément des chars. On lui a envoyé, derrière lui, on lui a envoyé 3, 4, 5 snipers en même temps. Et jamais Simon n'était touché. D'ailleurs, quand il rentrait au régiment, quand il rentrait à la caserne, sur la ligne de front, ses amis regardaient sur son uniforme, parce que comme il n'avait aucune égratignure sur la peau, il cherchait au moins sur ses uniformes la trace du conflit, la trace du fait que pendant des jours entiers, on lui a tiré dessus, et que même son uniforme était nickel. Donc en fait, on en a déduit qu'il était la mort blanche, qu'il était protégé par la mort, qu'il avait vu en lui l'employé modèle, l'employé du mois, en tout cas le fournisseur officiel BAM pour la mort, qui ne voulait absolument pas se séparer de lui, et qui donc l'a protégé. Jamais personne ne pouvait toucher Simoya. Jusqu'à un certain moment, mais ça, je vous laisse le découvrir. Il y a de nombreux personnages qui gravitent autour de Simon, et je voudrais en développer deux. Laura et Lina. L'un est une brute sanguinaire et son supérieur hiérarchique, et l'autre, une femme de courage, une Lotta, comme on les appelle, qui sera avec Simon jusqu'au bout. Que représentent pour vous ces deux personnages et pourquoi les avoir développés? Déjà parce que la Finlande a une avancée sociale qui commence déjà en 1920. Déjà, les femmes peuvent voter, donc il faudra attendre bien plus longtemps. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Elles sont porteuses de ciment, porteuses de briques, elles sont sur les chantiers, mais elles peuvent être aussi journalistes, fonctionnaires, politiques, que les métiers qui leur étaient interdits dans toute l'Europe. Donc il y a cette égalité homme-femme en Finlande qui existe depuis toujours. Et malheureusement, quand la guerre a commencé, 200 000 hommes ont été envoyés sur le front et 100 000 femmes. Et alors au début, on est quand même plus en 1939, au début on les a mis consignières, puis après au fur et à mesure des morts des soldats, elles sont devenues opératrices radio, puis après elles ont eu le métier le plus dangereux, elles sont devenues messagères. Messager, c'est quoi? C'est apporter une information d'une tranche à une autre, d'une ligne de front à une autre, donc carrément de passer parmi les lignes de front. Elles ont un pistolet à la ceinture, et l'espérance de vie d'un messager ou d'une messagère, c'est 3-4 heures. Et donc c'est ce métier qu'elles faisaient.
Pour ne pas parler de toutes les lotas, parce que c'est un peu compliqué, j'en ai choisi une, Lena. Et Lena, c'est une jeune fille qui, dès le départ, dit à sa famille que si un jour son pays entre en guerre, elle fera partie de l'histoire. Alors évidemment, c'est le grand désespoir de ses parents, mais qui la regarde avec fierté partir avec tous les soldats. Et ensuite, il y a un autre personnage, Arne Lutsilainen. Alors lui, c'est un de mes préférés. Ouais, c'est ce que j'ai bien. Oui, au début, ça s'appelait Le guerrier de l'hiver, parce que je pensais que j'allais vraiment focaliser sur Simon et Hera. Et quand j'ai compris que Simon n'était rien sur le reste, c'est devenu Les guerriers de l'hiver. Et le reste, il y a aussi donc, il y a ses amis, Tonvo, Oni, Ketari, Hugo, mais il y a surtout Arne Lutsilainen, dit l'horreur du Maroc. Alors d'où il sort ce nom, l'horreur du Maroc, c'est qu'il était légionnaire avant dans les plaines de l'Oural, et que ce sont des légionnaires qui l'ont appelé l'horreur du Maroc. Alors, pour regarder un peu, pour qu'un légionnaire appelle un autre légionnaire l'horreur de quelque chose, il faut un level de psychopathie jamais atteint. C'est exactement ce qu'il est. C'est un profond psychopathe, c'est un chien de guerre. C'est le genre de personne dont on a besoin si un jour on déclare la guerre. Qu'est-ce que c'est que la guerre, sinon d'annihiler, de tuer la personne qui est en face. Et nous, on n'est pas fait pour ça. Moi, j'ai été flic pendant 18 ans, capitaine de police en 93. Bon, un endroit assez exotique et très sympathique, où il se passe assez peu de choses. Et donc, j'ai été flic là-bas pendant 18 ans et je n'ai jamais rencontré d'assassin sublime. J'ai toujours rencontré des hommes et des femmes recroquevillés sur leur chaise juste avant que je les prenne en audition. Et j'ai jamais vu, comme on voit au cinéma, des gens qui assument totalement le concept d'homicide. Quand on tue, on se tue soi-même un peu. Sauf des gens comme ça, comme Arne Lutsilainen, dit l'horreur du Maroc, qui eux sont en adéquation avec le chaos, en harmonie avec le bordel absolu que peut être une guerre. Et lui, oui, c'est un peu comme si tous les matins, il signait un contrat de je ne terminerai pas la journée. Et pourtant, jamais aucune balle, lui non plus, ne touche l'horreur du Maroc. Pourquoi il m'a intéressé? Il m'a intéressé pour plusieurs choses. Déjà, je trouvais assez sympathique de savoir que ce type empalait des Russes pour les mettre autour de sa tente parce qu'il trouvait que c'était une certaine décoration et que ça accueillait bien les nouveaux soldats qui arrivaient sur le terrain. Et alors qu'on est d'accord que c'est assez de mauvais goût. Mais c'est surtout que cet homme a été légionnaire dans l'Oural entre 33 et 38. Et quand je réalise que mon grand-père était lui aussi légionnaire entre 33 et 38, alors j'appelle mon père et je dis, écoute, voilà, moi je suis en train de fouiller les greniers des Finlandais pour trouver des traces de cette guerre, parce que cette guerre n'est pas assez vieille pour que tout soit dans les archives. Tous les gens, toutes les maisons de Finlande ont une trace, un extrait de cette guerre. C'est un audio, c'est un écrit, c'est une photo, c'est un souvenir, c'est oral, c'est écrit. Et donc moi j'étais en train de visiter les greniers et essayer de trouver des traces comme ça de cette guerre d'hiver, pendant que mon père lui faisait le grenier de notre zone de campagne pour vérifier si oui ou non mon grand-père légionnaire a connu Arne Lutsilainen légionnaire, l'horreur du Maroc. Et donc on a une photo de mon grand-père et de Arne sur une même photo côte à côte, enfin pas vraiment côte à côte. Et ce qui est incroyable, c'est que pour la première fois j'ai quelque chose un peu rare. Je vais ailleurs que dans mon propre pays, j'ai toujours écrit que sur la France, pour parler d'une histoire qui n'est pas la mienne, d'une guerre qui n'est pas la mienne, d'un pays qui n'est pas le mien, de soldats qui ne sont pas mes frères, et pourtant je vais quand même réussir à trouver une trace de chez moi, comme quoi l'interconnexion du monde, nous ne sommes que mouvement migratoire, et il y a quand même assez peu de Français qui remontent à 5, 6, 7 générations, nous ne sommes que mélange, et c'est assez fabuleux. C'était une très belle anecdote, j'ai trouvé. Je voulais parler des grands absents de ce conflit que sont l'Europe et notamment la France. Comment expliquer aujourd'hui cet abandon total et vous écrivez que la France aurait même demandé une indemnité à la Finlande en 1946 ? Ah oui, on n'a pas été formidable. Hein. Alors déjà, c'est pas que j'excuse ni la France, ni l'Angleterre, ni le reste de l'Europe, c'est qu'en 1939, ça bruisse un peu. On sait qu'il y a la naissance du Troisième Reich et que celui qui est à sa tête n'est pas vraiment stable psychologiquement. Il y en a un autre en face, c'est Mussolini, donc on est quand même sur une situation d'échiquier qui est assez explosive. Et cette guerre de Finlande qui arrive quelques mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Est-ce qu'on y envoie des soldats? Est-ce qu'on se déshabille, nous, alors qu'il est quand même possible qu'on rentre en guerre tous ensemble? Résultat, la Finlande a été totalement abandonnée. Absolument abandonnée par la Suède, par la France, par l'Angleterre. Pire que ça, on s'est même joué de la Finlande. À un moment donné, les Finlandais mettent un genou à terre et acceptent le fait que, bon, bah voilà, Staline, ils sont 1 million, eux, ils sont plus de 80 000, ça va pas le faire. Donc, ils sont d'accord pour signer le traité que propose Staline et de perdre 20% de leur territoire. Et là, Daladier,
leur dit non, ne signez rien, on vous envoie 100 000 soldats avec l'Angleterre, vous allez pouvoir continuer à faire la guerre. Là, la Finlande, forte de cette promesse qui les rend invincibles, se relève et repart pour 3 semaines de guerre qui vont être les 3 semaines les plus violentes, les plus meurtrières de toute la guerre d'hiver. Et ça, c'est entièrement notre faute parce qu'on leur a fait la promesse de leur envoyer 100 000 soldats. Mais en fait, le but de Daladier était justement d'avoir une autorisation de passer par la Scandinavie. Mais il voulait s'arrêter en Suède et en Norvège pour mettre la main sur les migrants de fer qui étaient en train de construire le Troisième Reich. Et jamais il n'a été question d'envoyer le moindre soldat en Finlande. Donc on a menti à la Finlande pour qu'ils continuent la guerre avec Staline, ce qui nous permettait, nous, d'aller voler les migrants de fer. Les Finlandais ne nous en veulent pas, puisque demain je suis invité par l'ambassadeur de Finlande à Déjeuner. Peut-être que c'est la dernière fois que vous me voyez. On va voir si le polonais m'a bon. Mais bon, ils ne nous en veulent pas. Je trouve ça assez sympathique. Et donc, on leur a quand même envoyé 40 millions de francs de matériel militaire qui sont arrivés 3 semaines après la fin de la guerre. Donc, il n'aura pas été d'une grande utilité. Mais 3 semaines après la fin de la guerre, on leur a quand même envoyé la note avec une demande de remboursement de 40 millions de francs, alors qu'on s'était moqué de quoi. Donc, il y a ce truc-là qui fait qu'entre mon grand-père, qui existe de loin dans cette guerre, entre cette arnaque française et ce troisième point qui est capital. Pourquoi vraiment ce livre s'est cristallisé en moi et je savais que je devais écrire cette histoire. Je vous ai raconté que Hitler regardait un petit peu comment la Russie gérait ce conflit avec la Finlande, et Hitler voit que la Russie est un colosse au pied d'argile et qu'en fin de compte, elle n'y arrive pas sur la Finlande. 1 an plus tard, il a 4,5 millions de soldats. Il comptait les envoyer sur l'Angleterre. Mais comme les enfants de Finlande ont montré que la Russie était fragile, ils changent d'avis, et au lieu d'envoyer ces 4,5 millions de soldats sur l'Europe, ils les envoient sur la Russie. Ce qui fait que, sans sacrifice, parce qu'il y a eu 70 000 morts, sans sacrifice de 70 000 enfants de Finlande, hommes et femmes, filles et garçons, parce que les premiers avaient 14 ans, hommes et femmes, filles et garçons, sans ce sacrifice de 70 000 enfants, eh bien, personne ne sait ce qu'aujourd'hui la France, l'Europe, le monde aurait comme visage. Quelle langue on parlerait, quelles frontières on aurait, quelle serait notre culture. Tout simplement parce que Hitler, grâce au sacrifice de ces Finlandais, a vu que la Russie était fragile. Donc, on doit aujourd'hui, l'Europe comme elle est, grâce à ces 70 000 enfants que nous avons décidé d'oublier, d'effacer des manuels scolaires, d'effacer de l'histoire. Et tout ça pour répondre à toutes ces questions, tout ça fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, ben voilà, tu l'as ton bouquin. Mais je ne suis pas historien. Mon père était professeur d'histoire, donc j'étais toujours un élève catastrophique en histoire. Donc déjà, je ne devais pas écrire parce que j'ai eu 5 sur 20 au bac français. Donc, Comme quoi. Donc, je ne suis pas historien. Et ça répond à votre première question. Pourquoi avoir écrit de la littérature blanche, un livre d'histoire et un livre de guerre? Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Je raconte une histoire qui a kidnappé une partie de mon cœur, une partie de mon âme, et je suis dans l'obligation de l'écrire. Mais je ne fais pas de différence entre la littérature blanche, la littérature populaire, je ne sais pas, faisons un petit point. Laclos. Laclos. Verneau. Non, celui qui a écrit Les Maisons dangereuses. Merci. Laclos, c'est de la romance. Flaubert, Madame Bovary, c'est de la romance. Une vie de Maupassant, c'est de la romance. La nuit des temps d'Arjavel, c'est de la SF. Et en polar, je ne sais pas, moi, Agatha Christie, Sandrine Colette, Paul Mayas, Conan Doyle, pour le répéter encore, mais Ken Follett, Dantec, je viens de vous citer des monstres de la littérature. Et pourtant, aujourd'hui, s'ils écrivaient, ils seraient regardés un petit peu de côté, parce que ce serait de la romance, de la SF ou du polar. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas à nous, auteurs de littérature populaire, d'augmenter notre niveau d'écriture, mais de dire à tout le monde qu'on peut rajouter un image de nos bibliothèques, parce que la littérature populaire, elle est aussi bien écrite. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Lors de la lecture de cet ouvrage, moi j'ai beaucoup pensé à l'art de la guerre de Sun Tzu, parce que quand on lit ce que vous décrivez, clairement les Russes n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts au terrain, ils n'étaient pas prêts, les soldats n'étaient pas prêts. Les Finlandais, eux, connaissaient leur forêt, connaissaient leur climat, parce que quand on est à moins 50 degrés, il faut se couvrir. Et surtout, Malraux, il avait bossé avec les Russes. Il avait été un peu avec les Russes avant, donc il connaissait aussi les stratégies russes, donc ils se sont un petit peu servis de ça. Je voudrais qu'on aborde un des derniers thèmes qui est dans ce livre, c'est le sisu. Mais on a un petit peu touché avec la cause pure, mais c'est vraiment un thème qui est intéressant. Oui, le sisu, c'est l'âme de la Finlande. Pardon. Il dit le courage, la force intérieure, la ténacité, la résistance, la détermination,
mais c'est aussi la richesse intérieure, la richesse, une sorte de force, une sorte de feu intérieur qu'ont les Finlandais, alors pour plusieurs raisons. Déjà, leur pays, pardon, hein, mais c'est pas non plus le pays le plus simple à vivre. Il faut y avoir passé 3 mois. Pendant une grande partie de l'année, il y a 3 à 4 heures d'ensoleillement par jour. Alors c'est magnifique parce qu'en fait, le soleil est empêché d'aller jusqu'à son zénith. Ce qui fait qu'en fait, il reste à la cime des arbres. Et un soleil à la cime des arbres, ça vous donne un coucher de soleil ou un lever de soleil. Et donc, on a pendant 3, 4, 5 heures le ciel qui est littéralement enflammé de rouge, de jaune, des couleurs que j'ai jamais vues. Donc, c'est vraiment magnifique. Mais très rapidement, on tombe dans la nuit et c'est un peu plus, enfin, c'est un peu problématique pour la bonne humeur, en fin de compte. S'ajoutent des températures de moins 20, moins 30, moins 40. Et puis aussi, une nature un peu complexe qui est faite de près de 200 000 lacs, du double de marécages, de forêts glacées à l'intérieur et de longues plaines granitiques où on ne peut rien construire dessus. Donc voilà. Voilà comment on est déjà le Sisu, c'est-à-dire une sorte d'âpreté au quotidien, une sorte de résignation à une nature complexe, mais pourtant qu'on ne veut pas faire plier à soi-même. Et puis après, cette guerre aussi, elle a formé le Sisu parce que ces Finlandais sont partis dans une guerre qu'ils savaient perdue d'avance, et pourtant ils y sont allés. Et ça a été le ciment de cette nation. La Finlande était indépendante depuis 22 ans. 22 ans, ça fait pas un homme, ça fait pas un pays non plus. Donc ils avaient cette nouvelle liberté qu'ils chérissaient tellement que quand les Russes leur ont déclaré la guerre, ils ont dit non, on va se défendre. Et on leur a dit non, mais ils sont plus d'1 million. Et vous n'êtes que 300 000. Ils ont dit non, on va se défendre quand même. Parce que nous, on a le Sisu. Parce que nous, en fait, on n'a pas peur. Et les Russes s'y attendaient absolument pas. Ils pensaient que les Finlandais allaient directement mettre un genou à terre. Et Staline pensait même fêter son anniversaire sur les marches du Sénat au bout de 2 semaines. Tellement prétentieux qu'il a commencé d'abord par envoyer des fanfares, et puis d'envoyer des soldats habillés en vert. Alors en plein hiver, quand tout est neige, quand tout est blanc, les Finlandais ont vu arriver 500 000 gars habillés en vert, comme des petits points sur lesquels il fallait juste tirer. Ils ont envoyé aussi des Criméens. Alors la Crimée, c'est un peu le Saint-Tropez de la Russie, hein, il fait 25 degrés en été. Et ils les ont envoyés donc, par train entier, habillés en tenue d'été. Donc, en Finlande, quand ils sont arrivés, ils ont ouvert les trains et tous les Criméens étaient morts à l'intérieur, complètement gelés. Donc voilà, il y avait une vraie impréparation. Les Finlandais, eux, se déplaçaient en ski, donc ils avançaient 4 à 5 fois plus vite. Et les Russes, au bout du 2e mois, ont commencé à prendre leur première leçon de ski. Donc les Finlandais la gardaient aux jumelles en train de se prendre des gadins, comme quand on passe le flocon. Donc voilà, il y a eu une impréparation absolue et puis surtout une sous-estimation de l'ennemi, enfin pas de l'ennemi, mais une sous-estimation de leur adversaire. C'est pour ça qu'ils se sont un tout petit peu ridiculisés pendant ces 13 jours. Merci infiniment pour ce moment qui est aussi encore dans les sélections notamment du prix Renaudot. Donc c'est vraiment une excellente nouvelle pour vous. Merci infiniment. J'ai encore quelques questions. Je voulais présenter aussi cet ouvrage qui sort aujourd'hui, le kit de Noël avec la Ligue de l'Imaginaire, vos copains, qui sort au livre de poche. C'est comment l'écriture d'une nouvelle par rapport à l'écriture d'un polar? C'est une perte de temps absolue, pour plusieurs raisons. Pour avoir une nouvelle, il faut un sujet, un univers, des personnages, un thème. Il faut que ce thème monte, casse, alors soit par un cliffhanger, un twister, enfin il y a un petit truc qui change, on repart sur autre chose et la fin change. En gros, je viens de vous citer absolument tout ce qu'il faut pour écrire un roman. Donc, le temps de réflexion pour inventer une nouvelle est le même temps de réflexion que pour écrire un roman. Donc, ça prend énormément de temps, sauf que la nouvelle fait 10, 20, 30 pages. Et généralement, la plupart du temps, c'est pour quelque chose de plutôt... c'est bénévole. Je n'ai pas précisé, oui, c'est pour médecin d'univers, excusez-moi. C'est pour une association. Donc, voilà, c'est vraiment énormément de temps pour peu de pages. Mais comme à chaque fois, c'est pour quelque chose de caritatif, on se fait avoir. Surtout que là, c'est nous qui l'avons initié. Voilà, c'est nous qui l'avons initié. La Ligue de l'Imaginaire, c'est un groupe d'auteurs qui défendent l'art populaire. On le défendait un peu en sourdine. J'ai eu la chance de devenir président de la Ligue de l'Imaginaire et donc on a décidé qu'on allait faire ce qu'on sait faire de mieux, écrire, et qu'on allait faire ça pour une cause juste. Donc on fait ça avant Noël, évidemment, pour provoquer chez vous une envie d'achat. Désolé, hein. C'est pas pour nous, c'est pour les médecins. Et on a pris absolument tous les auteurs de la Ligue de l'Imaginaire. Et donc, on a quand même Maxime Chatham, Franck Filiès, Bernard Minier, Bernard Werber, beaucoup de Bernard.
Voilà, et puis des auteurs un peu plus mineurs comme Nicolas Nobel, Alexis Lausler. J'ai une dernière question, après on passera aux signatures. Exceptionnellement, je ne prendrai pas de questions du public, vous êtes très nombreux et je voudrais que vous puissiez tous avoir le temps de faire dédicacer votre ouvrage. Quelle est ou qui est votre source d'inspiration au quotidien? Ma source d'inspiration pendant très très longtemps, c'est la personne qui m'a dirigé dans l'écriture. J'ai commencé par un concours de nouvelles, et puis une maison d'édition m'a demandé de raconter mon quotidien de policier dans une sorte de roman d'essai. Et puis moi, j'ai transformé ça en Code 93. Et donc, au début, c'était pas très très chaud. Ils voulaient vraiment quelque chose d'un peu plus journalistique. C'est quoi aujourd'hui une équipe de police dans le 93? Moi, j'avais pas trop envie de faire un énième enquête dans le 93. Je voulais vraiment raconter ça sous le mode du roman. Et donc, on m'a dit, vous travaillerez donc avec une directrice littéraire qui s'appelle Huguette. Et moi, je vois Huguette dans son bureau, elle a 83 ans, très envie de regarder si... Voilà. Et donc, je rentre dans son bureau un petit peu à reculons en me disant, ouais, mais nos bouquins, ils sont vraiment empreints d'actualité. On est vraiment dans la société comme elle est au temps T. Et elle a 83 ans, le temps T, il est en noir et blanc chez elle. Et donc, je me dis, oh là là, mais vous, ça va être catastrophique. Elle me regarde, elle me fait, vous êtes Morec? Je fais, ouais. Je dis, voilà, votre histoire de drone, biéliste pour porter une caméra au-dessus des cités, ça ne marchera pas. Le poids d'une caméra, c'est entre 200 et 300 grammes. Il faudra au moins un peu de Ok, c'est donc la plus jeune des actions. Et puis on commence à écrire ensemble. Pour vous répondre, c'est ma source d'inspiration. Parce que je suis pas un fan, j'ai beaucoup de mal à écrire et à copier, ou l'inspiration, ça m'embête un peu. Même si on n'est que la somme des choses qu'on a emmagasinées en art, évidemment, qu'on ne fait qu'ajouter une sorte de mini-personnalité à ce qu'on a déjà digéré. Et donc, j'écris Code 93, et elle me dit, ce chapitre va pas bien, vous devriez lire L'Argent de Zola. Pour un chapitre, je vais me taper 500 pages de Zola. Donc, je l'écoute, hein. Quand les femmes de 83 ans parlent, les hommes de 40 se taisent. À l'époque, 40. Et donc, au fur et à mesure, elle me disait, dans ce chapitre, quelque chose ne nous va pas. J'ai dit, oui, quel mot, quelle ligne, quelle page? Non, vous allez trouver votre écriture. Ok, d'accord. Donc, au tableau Code 93, elle me dit, ça va, c'est publiable. Donc, on publie Code 93. Après, j'écris Territoire, hein, et je lui présente le texte à la fin. Elle me dit, ah, super, vous ne recommencez pas les mêmes erreurs que Code 93. Je dis, bah oui, quand même, j'apprends, vous m'avez montré. Elle me dit, non, celles que je n'avais pas soulignées parce que vous n'étiez pas prêt à les entendre. Je dis, attendez, vous avez laissé passer un bouquin qui n'était pas prêt, et puis même celui-là, il n'est pas prêt. Vous ne serez pas prêt avant 4 livres. Mon 4e livre, c'est Entre deux mondes, dans la jungle de Calais. Beaucoup de gens me disent que c'est mon meilleur, et tous mes amis du polar me disent, ça t'embête pas, Olivier, d'avoir déjà écrit ton meilleur roman? Merci beaucoup. Et donc, elle m'a dit à chaque fois, je n'écrirai jamais rien à votre place. Pas une virgule, pas une respiration. C'est vous qui allez tout trouver, vous trouvez votre plume. Et une fois que vous l'aurez, ce sera la vôtre. Et normalement, au bout de 15 livres, okay, quand on ouvrira un nouveau roman et qu'on lira la première page, les gens sauront dire, tiens, c'est un roman d'Olivier Marek. Mais pour ça, il faut toute une vie. Comme il faut toute une vie pour s'aimer, il faut toute une vie pour apprendre à écrire. Et donc, elle m'a formé, elle m'a construit pour écrire mon premier livre de littérature blanche. Et elle est partie 1 an plus tôt. Donc, c'est ma source d'inspiration. Quand j'écris, tous les jours où j'ai écrit ce roman, et quand j'étais en Finlande, et quand je désespérais un peu, quand j'étais malheureuse parce que j'étais un peu seule, etc., je regardais le ciel, elle était tout le temps là. C'est ma source d'inspiration principale, et pourtant, elle ne m'a jamais donné autre chose que des conseils de lecture, ou des doutes, des hésitations. Mais jamais, elle n'a rien écrit pour moi. Donc voilà, c'est la seule personne qui, en fait, elle m'a dit, vous serez mon dernier auteur. Parce qu'on a quand même continué à bosser jusqu'à 94 ans avec elle. Elle me dit, vous serez mon dernier auteur. Vous serez mon dernier auteur, et pour ça, je vais prendre le temps. J'ai une chance incroyable. J'aurais pu tomber chez d'autres maisons d'édition qui m'auraient réécrit mon livre, et peut-être que je ne saurais toujours pas comment j'écris. Mais grâce à cette femme, Huguette, son prénom indique aussi son âge. Désolé, c'était des Huguette. Voilà, c'est la personne qui m'a le plus aidé, et ça a été ma source d'inspiration, en tout cas ma source de création. Eh bien, merci infiniment pour cette réponse. Très belle réponse. C'est très belle histoire. Merci infiniment. Merci à Huguette aussi. Du coup, on a quand même des super livres grâce à Huguette et grâce à vous aussi. Bon, même s'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas à me poser vos questions pendant la dédicace. Le fait est que je fais mon maximum, mais je vais devoir quand même rentrer en train. Donc, les dédicaces ne seront pas des dédicaces de 4-5 lignes. Désolé, les phrases me se ressemblaient un peu. Mais comme ça, c'est pas une phrase pour chacun de vous. Mais comme ça nous sera aussi le temps de papoter un peu si vous le souhaitez.